Bonjour et bienvenue dans votre émission Itinéraire Santé, diffusée sur Le Figaro. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Laurent Petitjean. Bienvenue. Vous êtes trésorier national de l'ARSLA et nous retrouverons également tout à l'heure en duplex votre confrère, le docteur William Camus, neurologue, professeur des universités et praticien hospitalier dans un centre de référence sur la SLA au CHU et à l'université de Montpellier. Alors, monsieur Petitjean, vous êtes sur ce plateau pour nous parler, entre autres, du travail de l'ARSLA, l'association pour la recherche sur la SLA, aussi connue sous le nom de la maladie de Charcot. Alors, qu'est-ce qu'on appelle la maladie de Charcot? Je vais vous en parler avec mes mots, tels que mon épouse et moi on l'a découverte et qu'on l'a vécue. La maladie de Charcot a un nom scientifique, c'est sclérose latérale amyotrophique, SLA en plus court. En France, en moyenne, tous les jours, il y a 4 nouveaux cas et il y a également 4 décès. En fait, cette malchance, elle peut toucher chacun. Vous, moi, nos voisins, nos parents, nos enfants. Dans notre cas, c'était notre fille, Emmanuelle. Elle ne buvait pas, elle ne fumait pas, elle faisait du sport normalement. Elle travaillait et elle était mariée. Lorsque son enfant a eu 2 ans, et elle 31 ans, la maladie a été diagnostiquée. Elle est décédée 1 an et 25 jours après. C'était une forme de SLA rapide. Parce qu'en moyenne, la durée de survie, c'est entre 2 et 5 ans. Maintenant, je vais quand même vous expliquer ce qu'est cette maladie, puisque c'était votre question. Nous avons tous des muscles moteurs, plusieurs centaines. Les muscles moteurs, c'est ceux qui font fonctionner nos bras, nos jambes, notre système respiratoire, notre déglutition, le port de notre tête. Et c'est le cerveau qui les fait fonctionner. Il les fait fonctionner d'une manière relativement simple, en envoyant des signaux à travers des neurones, des motoneurones pour parler comme les scientifiques. Dans la maladie de Charcot, ces motoneurones vont mourir progressivement, à un rythme qui n'est pas identique forcément pour tous les malades. Et à partir de là, les signaux n'arriveront plus aux muscles. Donc les muscles vont petit à petit se paralyser et au bout d'un certain temps, le malade l'est totalement. Il ne va lui rester que les yeux pour communiquer. Et à ce jour, la maladie reste incurable. Alors devant ce constat, quelles sont les aides qui existent aujourd'hui et qu'on peut proposer aux malades? L'ARSLA essaye de couvrir toutes les aides et tous les besoins dont pourrait avoir besoin le malade et ses proches. Il y en a de 3 types. Il y a des aides qui relèvent du social, des aides qui relèvent du matériel et des aides qui concernent les aidants. Alors, pour le social, le malade a besoin de savoir qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qu'on peut lui apporter, qu'est-ce que les différentes administrations peuvent lui apporter. Donc on va d'une part l'informer, mais on va également l'accompagner dans toutes ces démarches et éventuellement, si c'est nécessaire, intervenir auprès des administrations ou des pouvoirs publics. Au niveau du matériel, nous allons prêter gratuitement un peu tout ce qu'il faut, parce qu'il faut énormément de matériel. Ce sont des maladies qui évoluent rapidement, donc il faut changer régulièrement du matériel. Et je vais vous donner un exemple. En matière d'aide oculaire, les coûts varient entre 2 et 15 000 euros l'aide, suivant la sophistication du produit. Et en troisième, il y a les aides aux aidants. C'est de plus en plus important parce que dans ce type de maladie est entraîné tout l'entourage. Et c'est très souvent là que se trouvent les aidants. Les aidants ont besoin d'informations, ils ont besoin de formation, ils ont besoin de soutien, ils ont besoin de pouvoir parler. Et on organise par exemple des tables de discussion, des tables rondes. Et ils ont besoin également de se reposer, d'oser se reposer. Donc on va les aider à trouver des établissements de répit. Alors, ce sont des équipements qui sont extrêmement coûteux. Comment est-ce que vous parvenez, au sein de l'association, à vous les procurer justement pour les malades? Alors, c'est assez classique parce qu'on a d'une part des dons de matériel. C'est très souvent des personnes dont un proche est décédé qui va nous les donner. Nous, on va les reconditionner, on va faire tout ce qu'il faut pour qu'ils soient de nouveau opérationnels et on va les reprêter. Et bien sûr, on va acheter énormément de matériel grâce aux dons que nous recevons. Et c'est probablement la partie la plus importante. Sur ce, on est dans une urgence permanente. Et parce que la maladie progressant rapidement,
il faut en permanence trouver du matériel qui soit adapté à la situation du patient. Ce qui exige beaucoup de flexibilité aussi de la part de l'association et de proactivité justement pour trouver les bons équipements au bon stade de la maladie pour chaque patient. C'est exactement ça. C'est exactement. On va écouter votre collègue, professeur Camus, bonjour. Qu'en est-il de l'organisation des soins français et quels sont les traitements existants aujourd'hui pour les malades de la SLA? Alors c'est une question importante. Le dispositif dans notre pays est tout à fait unique. Il y a 19 centres spécialisés financés par le ministère qui prennent en charge les patients SLA. Et d'ailleurs, à l'heure actuelle, le succès est important puisque plus de 70% des patients au niveau national sont pris en charge par ces centres. Leur création, on la doit bien sûr à la RSLA. La présidente de l'époque, Michel Fusselier, en 2003, avait réussi à obtenir ce financement de la part du ministre de la Santé de l'époque, Bernard Kouchner. Et bien avant, dans les années précédentes, Roselyne Bachelot avait beaucoup aidé à la création de ces centres. Leur mission, c'est d'harmoniser la prise en charge, en association bien sûr avec les praticiens de ville, et faire en sorte que les diagnostics soient les plus justes, les plus rapides possibles, et d'être moteur de la recherche dans leur région. Au plan des traitements, c'est un peu différent. Il y a un seul médicament qui est efficace dans la maladie, le Riluzole. Ce médicament améliore le pronostic de la maladie de 35%. Ce n'est pas assez car la SLA est la maladie la plus grave, puisque le pronostic vital est engagé pour 50% des gens dans les 3 ans qui suivent le diagnostic. Mais c'est un point important, puisque c'est la seule maladie dans laquelle un médicament est efficace sur le pronostic vital d'une pathologie dégénérative. Et en termes de recherche, on en est où? Est-ce que justement ça avance? Est-ce que vous êtes optimiste? Alors oui, les avancées ont été très importantes ces 5 dernières années, tout simplement parce qu'on connaît maintenant la cause de certaines formes de SLA. Et comme on connaît cette cause, ou ces causes, on a maintenant des cibles pour aller agir avec des traitements. La preuve en est, et cela a été donc tout à fait validé sur les modèles animaux, puisque quand on traite l'animal avant qu'il ne développe la maladie, on arrête la possibilité de son développement, et quand on traite l'animal une fois que la maladie a commencé, eh bien, tout simplement, on arrête complètement la maladie. Donc cela permet de disposer de thérapies géniques tout à fait efficaces, dont les études de phase 2 ont commencé chez l'homme et nous attendons sous peu les résultats des études de phase 3 et de la mise en disponibilité des produits. Et en quoi la RSLA permet justement de contribuer à la recherche aujourd'hui? Alors le rôle de l'association, il est fondamental et il est au moins double. D'une part, dans l'aide aux malades, le prêt de matériel, l'assistance, qu'elle soit sociale ou autre. Et l'autre point très important qui concerne plus spécifiquement les médecins ou les chercheurs dont je suis, c'est l'aide à la recherche. La RSLA a financé de nombreux projets de recherche, en particulier certaines études françaises sur la thérapie génique. Elle a financé également des essais thérapeutiques très importants, tels que Mirocals ou Rocales, dont nous aurons dans les mois qui viennent les résultats. Et quels sont vos objectifs à venir, Monsieur Petitjean? J'imagine notamment que vous avez des projets d'envergure à mener qui vont nécessiter de gros efforts de financement, notamment pour la recherche, mais aussi bien sûr pour l'aide aux malades. Tout à fait, parce qu'en fait, les statuts de notre association prévoient d'une façon très claire nos missions. Il y a la recherche et puis il y a l'aide aux malades. Et je vais vous citer un exemple pour chaque type de mission. Pour la recherche, nous avons en cours un énorme projet qui s'appelle PULSE. PULSE, c'est la constitution d'une base de données à partir d'une cohorte de patients. Alors, qu'est-ce que c'est une cohorte de patients? C'est tout simplement un nombre élevé de patients où on va faire des prélèvements, des analyses, où il va y avoir un suivi de tous les malades pour voir comment évolue la maladie chez eux. Cette base, après, va pouvoir être mise à la disposition de tous les chercheurs intéressés par la maladie. C'est la première fois que ça se fait. Et donc, cette opération-là a été lancée conjointement par notre association et par les différents centres SLA. Ça, c'est pour la recherche. Pour l'aide aux malades, il y a quelque chose qui arrive qui nous intéresse énormément, c'est l'intelligence artificielle. Parce qu'on est quasiment certain que là, il y a un gisement pour que nos malades puissent sortir de l'isolement qui est le leur dans le cas de cette maladie. Et qu'ils puissent interagir donc avec leurs proches et avec l'extérieur. Tout à fait, encore plus qu'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on y arrive à travers notamment les commandes oculaires. Une commande oculaire, c'est quoi? Le malade n'ayant plus que ses yeux pour s'exprimer, va avoir un écran en face de lui, il va repérer les lettres, créer des phrases. Bien sûr, ça va s'afficher.
Aujourd'hui, l'affichage va déjà se traduire en langage, comme vous le faites avec votre téléphone, par exemple. Mais à l'avenir, on imagine d'autres choses. On imagine que, par la pensée, ils puissent communiquer. Ça serait une très belle innovation. Qui pourrait vous aider aujourd'hui? Comment est-ce qu'on pourrait justement financer ces investissements? Vous avez raison d'en parler parce que tout ça, ça a un coût. Ça a même un coût important. Donc, on est en permanence en la recherche de dons. Et on va avoir deux types de populations. Tout ce qui relève de l'entreprise, où on peut imaginer des partenariats, du mécénat, il peut y avoir du partenariat ciblé, ou tout simplement de la philanthropie. Et il y a cet autre univers qui est l'univers des particuliers, qui font également des dons, délèguent, et qui organisent un certain nombre de manifestations en notre faveur. Ce qui est sûr, c'est que chaque don va nous permettre d'avancer un peu plus pour combattre et pour vaincre cette maladie, cette fameuse sclérose latérale amyotrophique, mais que tout le monde connaît sous le nom de maladie de Charcot. Merci beaucoup Laurent Petitjean. Je rappelle que vous êtes trésorier national de l'ARSLA. Merci beaucoup pour votre témoignage très touchant et pour tous les éléments que vous nous avez apportés sur la maladie de Charcot qu'on connaît aujourd'hui beaucoup mieux grâce à vous. Merci également à vous, William Camus. Je rappelle que vous êtes neurologue, professeur des universités et praticien hospitalier. Nous étions sur ce plateau pour recevoir aujourd'hui l'ARSLA, une association reconnue d'utilité publique qui lutte contre la maladie de Charcot. Elle est d'ailleurs aujourd'hui le premier financeur associatif dans la recherche contre cette maladie. Il faut savoir que chaque jour, 4 personnes meurent toujours de la SLA et qu'il est donc nécessaire, vous le comprenez bien, de continuer activement les efforts de recherche en ce sens. Monsieur Petitjean, comment est-ce qu'on peut adresser nos dons? C'est très facile. Prenez vos crayons, je vais vous donner l'adresse. C'est arsla.org. Et sur ce site, vous trouverez toutes les indications nécessaires pour faire un don. Donc nous comptons tous sur vous et par avance, merci. Très bien, on ne manquera pas de s'y rendre. Merci à vous. Et quant à nous, on se dit à très bientôt pour une nouvelle émission Itinéraire Santé diffusée sur Le Figaro.